Un bon entrepreneur, c'est celui qui se constitue un cercle et qui sait s'entourer de bonnes personnes. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais négliger le réseautage. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dédié aux entrepreneurs. Bonjour et bienvenue aux chroniqueurs, aux invités. Bonjour. Vous êtes contents d'être là? Bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons tout de suite pour la rubrique Comment bien démarrer sa journée avec Bappé. Et oui, comment bien démarrer sa journée, mais aussi comment bien vivre sa vie d'entrepreneur, mais pas que mes salariés. Comme le disait Vanessa, c'est de bien s'entourer. Et comment bien s'entourer justement? C'est d'abord identifier ses valeurs, choisir des personnes qui les partagent, mais pas que. Choisir des personnes qui partagent les mêmes compétences, des pairs, avec lesquels on peut évoluer, mais aussi des personnes qui ont des compétences complémentaires afin de pouvoir travailler ensemble sur des projets divers et variés. Et aujourd'hui, il me semble que nous sommes présentement avec un invité qui pourra nous parler plus avant de cela. Justement, ça tombe bien, nous sommes en présence de notre invité, Monsieur Mahamadou Dème, qui est l'auteur de ce magnifique livre, Le pouvoir du réseautage bienveillant. Qui est Mahamadou Dème? Mahamadou Dème, longue histoire. Alors, je suis originaire du Sénégal, donc j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 11 ans. Je suis arrivé en France en 1989, donc j'ai 45 ans maintenant. Alors, pour expliquer, pour revenir à la question que vous m'avez posée, d'où ça m'est venu, cette idée d'écrire ce livre qui s'appelle Le pouvoir du réseautage bienveillant. En fait, Dème Agency, l'agence que j'ai fondée en 2015, accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets pour se lancer dans l'entrepreneuriat. À savoir qu'il y a plein de personnes qui ont plein d'idées, mais ne savent pas par où commencer, comment faire. Donc du coup, cette agence les accompagne et les aide à créer, à démarrer leur entreprise. Du début à la fin. Du début à la fin. Pas de fin, mais vraiment, vous êtes là dès le début. Cette agence, donc Dème Agency, que j'ai créée en 2015, organise très régulièrement aussi des événements pour les entrepreneurs. Parce que moi, je suis convaincu que chacun d'entre nous a des compétences et des talents qu'on peut mettre à contribution et surtout aussi aider d'autres personnes, en fait, tout simplement. Et donc du coup, lors de ces événements-là, que j'organise, mais je suis intervenir d'autres experts. Parfois, j'interviens dans d'autres événements aussi en tant que conférencier. Il se trouve que j'ai l'habitude, ce que les anglo-saxons appellent le storytelling, où je raconte des anecdotes, des histoires. Parce que je me suis rendu compte que les gens, pourquoi j'ai commencé par dire que je suis originaire du Sénégal, ça marque. Parce que les gens s'identifient en disant, les gens veulent se retrouver dans... Exactement. Du coup, j'ai eu l'habitude de toujours raconter une histoire. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, les personnes me demandaient « mais pourquoi tu n'en fais pas un livre ?» Parce que je donnais des conseils qui sont pratiques. Et ces conseils pratiques méritaient selon eux d'avoir comme un guide méthodologique où ils pourraient revenir dessus, quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en entendant une fois, deux fois « mais pourquoi tu n'en fais pas un livre ?» Je me suis dit « tiens, je tiens peut-être quelque chose. » Et comme je suis quelqu'un de pragmatique, j'aime apporter une solution aux problématiques que les gens se rencontrent. Et je me suis rendu compte que j'avais une méthodologie que j'avais envie de partager au monde entier, tout simplement. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu cette idée. Quel a été le processus d'écriture de votre livre? Alors, il y a eu plusieurs phases. Alors, pour vous donner une indication sur le timing, déjà, je me suis fixé un plan. Quel que soit ce qu'on veut faire, je pense que c'est important de se mettre une date de début et une date de fin. Sinon, on ne démarre pas ou on ne finit pas. Donc moi, dès que j'ai eu l'idée d'écrire un livre, j'avais tout de suite comme une évidence le titre. Je l'ai appelé « Le pouvoir du réseautage bienveillant » pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, on m'avait identifié comme une personne ressource qui avait l'air à la manière de connecter les personnes. Donc le réseautage, on aura l'occasion d'aller un plus en profondeur de ce qu'est le réseautage. Et le bienveillant, c'est très important pour moi aussi, cette notion d'être tourné vers autrui, apporter quelque chose sans rien attendre en retour. Et ça, c'est important. Et le pouvoir du réseautage bienveillant, c'est juste un précepte d'anecdotes. Et pas que moi, ma vie personnelle, effectivement, je suis le fil conducteur, mais c'est surtout que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, dans le processus de création, il a été très simple. C'est que moi, j'ai par l'habitude de visualiser les choses. Quand je veux faire quelque chose, c'est comme pour faire cette émission-là. Avant de la faire, je me l'imaginais déjà dans ma tête. Et donc, j'ai commencé par faire le synopsis du livre, à savoir
si quelqu'un avait envie de le lire, déjà il va lire ce qu'il y a derrière. Parce que je suis en bouquin, j'ai pas envie de feuilleter les pages. Donc j'ai commencé par ça. On fait tout ça. Exactement. Donc j'ai commencé par ça. On regarde derrière pour voir si c'est inspirant. Donc j'ai essayé de faire un synopsis qui me dit bon, de quoi ça va parler. Et c'est après que je suis allé vraiment dans le détail, chapitre par chapitre, en me disant bah, je vais commencer par quoi, je vais finir par quoi. Je me suis inspiré de deux personnes, deux auteurs célèbres qui sont américains, parce qu'ils ont très souvent l'habitude d'écrire des livres. Donc un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Tony Robbins, qui a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir illimité. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Okay, on va le faire. Et le deuxième sur qui je me suis inspiré aussi, qui pour moi un modèle, qui s'appelle Les Brown. C'est un speaker, conférencier américain. Je ne savais pas que c'était possible que quelqu'un se trouve dans un stade de foot de 40 000 personnes et juste avec sa voix, d'avoir motivé les personnes. Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ouvert en fait le champ des possibles. Ouais. Du coup, je me suis inspiré sur ces personnes-là et Tony Robbins, qui a écrit le livre Pouvoir illimité, quand j'ai fini de le lire, j'ai vu en fait la manière dont il l'a écrit en termes de chapitres. Il y a 3 parties. Et je crois qu'il y a 19 chapitres. Et dans mon livre, moi, je voulais que ce soit 3 parties, 20 chapitres. Vous avez commencé votre présentation par le storytelling, comme on a dit, vous venez du Sénégal, et vous parlez du relationnel bienveillant. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est dans la culture africaine d'avoir ce relationnel bienveillant? Parce que vous venez du Sénégal, donc on connaît la tradition de la teranga, mais aussi en Afrique du Sud avec la philosophie de l'Ubuntu, je suis parce que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette racine africaine qui fait que vous êtes aussi tourné vers ce relationnel bienveillant? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour reprendre vos propos, je vais aller dans votre sens sur le côté Ubuntu. Moi, Nelson Mandela, c'est un de mes modèles. Je pense comme beaucoup d'Africains. Et dans mon livre, justement, sur le résumé, j'ai repris une citation de Nelson Mandela qui a dit la chose suivante: aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Effectivement, on est d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'esprit collectif qui fait la réussite. Mais il y a un problème entre le dire et le faire. Bien évidemment. Très grand différence. Il y en a qui en parlent, mais il y en a qui le... Pourquoi je cite Nelson Mandela? Parce que quand on connaît son parcours, 27 ans, prison, il en ressort sans amertume. Il avait cet esprit et cette volonté de réunir les gens. Pour moi, ça va au-delà justement du discours. Et par rapport à l'esprit teranga, effectivement, moi je suis originaire du Sénégal. J'ai grandi depuis 0 jusqu'à mes 11 ans à Kanel, donc au Sénégal, donc une ville qui ne se trouve même pas à Dakar, donc qui se trouve plus de 600-700 km de la capitale. Moi, j'ai quitté cette ville, qui est un village au départ en 89, pour arriver directement à Paris. Direct. Donc, je suis passé par Dakar quand même. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le livre, je rends hommage aussi en fait cette racine, non seulement africaine, cette culture de tradition liée à l'oralité déjà d'une, parce que les Africains, en tout cas nos grands-parents, m'ont transmis beaucoup de valeurs sans écrire un livre. Ouais. Je me mettais juste à côté d'eux et j'apprenais. Et dans la première partie de mon livre, je reviens sur qui était Mamadou depuis l'âge de 6-7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir sur des valeurs qui sont importantes pour moi, quand je parle de bienveillance, ce n'est pas un hasard. Moi déjà, ce que j'ai appris à travers ma culture, c'est l'esprit de solidarité. C'est-à-dire qu'on est un individu, mais dans une collectivité. Et la collectivité est même au-delà de l'individu. Et quand je suis arrivé en France en 89, j'habitais dans un foyer d'immigrés. Donc j'ai quitté le cocon familial avec papa, maman, frères et sœurs et les grands-parents pour vivre dans un foyer. Déjà, dans un foyer, il y a un peu quand même le relationnel, là. Ils sont oui. un peu ensemble. Hein. Ouais, et c'est ce que j'ai vu, effectivement, cet esprit de solidarité. Parce que dans un foyer, vous voyez, en fait, beaucoup de personnes qui sont issues soit du Mali, du Sénégal, ou Mauritanie et d'autres de la Guinée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, justement, cet esprit de solidarité? Ils s'entraidaient pour construire des écoles. Ils s'entraidaient pour faire des dispensaires. Moi, j'ai appris, quelques temps après que l'école dans laquelle j'ai commencé, c'était les immigrés qui l'avaient financée. Wow. Selon vous, quel est vraiment le pouvoir du réseautage dans le milieu de l'entrepreneuriat? Je vais donner 2 chiffres. Je ne sais pas si vous les connaissez, je vais le partager avec vous. Le premier, c'est qu'il y a une statistique qui est sortie, qui a été publiée sur LinkedIn, vous pouvez vérifier. Il y a une statistique qui dit que 80% des professionnels, ils estiment que la réussite est liée
ou en tout cas peut être accéléré grâce justement au réseautage. 80% des gens qui ont été sondés, ils le disent. C'est pas moi. On n'a même pas besoin d'aller regarder. Ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre aussi qui est important par rapport au réseautage, ce qui est important, qu'on soit professionnel ou particulier, 70 à 80% des offres d'emploi sont pourvues grâce au réseautage. Effectivement. Je le dis autrement, quand on met une offre d'emploi sur les réseaux sociaux, c'est déjà trop tard. Pourquoi c'est déjà trop tard? Parce que généralement, quand moi je suis chef d'entreprise, je cherche quelqu'un, à qui je vais demander? À des gens que je connais. Effectivement, voilà. Oui. Vous, quand vous allez chercher un stage, à qui vous allez demander? C'est papa, maman, est-ce que dans l'entreprise où tu es, il n'y a pas possibilité de voir, donc là, c'est très important, juste pour illustrer que c'est très important d'avoir un entourage et d'avoir un réseau de qualité. Donc il y a réseau et réseau. Parce qu'on a tous un réseau. Moi, très souvent, je suis très surpris, les gens ils me disent « Mais Mohamedou, comment tu fais? À chaque fois, on te voit, tu es entouré des personnes, machin, qui sont influents et tout. » Mais je leur pose une question qui est très simple. Vous avez un téléphone? Oui. Est-ce que vous pouvez regarder sur votre téléphone combien de contacts vous avez? Et généralement, ils regardent et le chiffre qu'ils me donnent, c'est entre 150 et 250 contacts. Donc moi, je suis très surpris quand les personnes me disent qu'ils n'ont pas de contact, quand je leur dis « Mais vous avez 250 de numéros qui sont enregistrés sur votre téléphone. » C'est pas un hasard quand même. Donc forcément, vous les connaissez, ces personnes-là. Mais est-ce que les gens n'arrivent pas? On les utilise vraiment. Voilà. Et c'est ça la deuxième des choses que justement que j'essaie d'enseigner dans ce livre-là. C'est au-delà d'avoir le contact qui est enregistré, c'est comment on peut l'exploiter. Et comment vous expliquez le fait que, par exemple, je reprends l'exemple des 150 contacts, qu'on n'arrive pas justement à les exploiter? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui fait que, par exemple, je peux avoir sur mon téléphone 1000 numéros, au final, ça ne me sert pas à grand-chose? Je vais vous demander après derrière, mais comment ça se fait que vous avez des contacts ici et là-bas, des gens influents, par exemple? Bah, une des premières erreurs que les gens font, c'est qu'ils font appel à leurs contacts juste quand ils en ont besoin. Ouais. Et ça, c'est fatal. C'est-à-dire qu'ils attendent le jour où ils ont besoin, par exemple, de Brice, qui est expert dans les médias. Ils vont dire, tiens, Brice, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu m'invites à une émission, allez, tiens, qui passe sur Vox Africa, où je vais dire Vanessa. Mais sauf que cette personne-là, en aucun moment, elle a fait appel à Brice, ou en tout cas, elle s'est positionnée pour dire, qu'est-ce qu'elle peut apporter à Brice? C'est toujours, mais Brice, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mais ça ne marche pas, ça. Et ça, c'est une des principales erreurs que les gens font, c'est que les gens font appel à leur réseau quand ils ont seulement besoin. Ça va dans un sens. Donc forcément, si moi, je viens vous voir en vous disant « j'ai besoin de toi », systématiquement, à chaque fois que je t'appelle, c'est juste pour demander ça. Je vais dire « attends, déjà, tu ne vas plus prendre mon téléphone. » Parce que je vais dire « lui, il est gentil, mais à chaque fois, il vient me voir quand il a besoin. » quoi. Donc c'est une des raisons qui font que les personnes n'arrivent pas à utiliser le réseau à bon escient, au-delà de collectionner. Et justement, comment est-ce que vous êtes fait votre propre réseau? Comment vous avez fait pour le construire et pour ensuite l'exploiter? Quel mécanisme vous avez mis en place pour ne pas être seulement celui qui demande, mais celui qui propose et qui, de ce fait, s'ouvre des portes? Des astuces aussi. Ouais, alors je vais donner deux anecdotes que je raconte dans le livre. Une, on va dire, personnelle et professionnelle. Et les deux sont liés. Quand j'ai eu l'idée de créer ma structure en 2015, j'ai fait quelque chose qui est très basique. C'est que j'ai fait un dîner de famille. Okay. Comme on est là, où j'ai dit à mes frères, à mes cousins, qu'est-ce que je souhaitais faire. D'accord? Alors, c'est bien, mais d'un côté, on s'expose aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de la critique. Bah oui, il faut prendre aussi un risque. Hein. C'est un risque. Les gens ils vont dire, putain, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien. On l'a déjà eu, ça se fait. Donc, forcément, il faut se préparer aussi à ce genre de choses. Il y a des personnes qui vont me dire, ah, franchement, c'est super. Et puis, il y en a les autres, bah, ils attendent. Je suis venu avec un support, je leur présentais ma vision, qu'est-ce que je souhaitais faire, ainsi de suite. Et au-delà même de présenter, je suis venu avec des vidéos, enfin bref, quelque chose pour impressionner. Illustrer, mais surtout pour illustrer. Parce que je me suis rendu compte que l'être humain, il retient, il a besoin de voir pour y croire. Parce que quand on parle, il ne se rappelle plus. C'est vrai. Première chose. Et la deuxième, c'est quand j'ai échangé ça, devinez quoi, pourquoi c'est important le réseautage, mon cousin me pose la question, est-ce que tu as un site internet? Je lui dis, ah, j'ai un site internet, mais pour l'agence d'Em Agency,
c'est en cours. Non, j'ai jamais pas de site internet, à vrai dire, quand je lui ai répondu. Et là, il me répond, écoute, je connais quelqu'un, comme quoi c'est super puissant quand on dit ce qu'on veut faire, qui est expert en création de site internet. Je dis, ah, et qu'est-ce qu'il fait, mon cousin? Il me donne ce numéro de la personne, donc son ami proche, qui était vraiment, effectivement, un geek, et je l'ai contacté de sa part. Donc c'est ça qui est important aussi, la recommandation. Première recommandation. Et je lui dis, voilà, je viens de la part de mon cousin qui m'a parlé de toi et qui m'a dit que tu faisais. Et je l'ai rencontré. Et il m'a écouté. Et c'est marrant parce qu'il m'a dit quelque chose que j'aurais jamais imaginé en fait. Il me dit deux choses qui m'ont vraiment marqué. Il m'a dit, franchement, c'est bien que tu aies un site internet pour parler de ton agence, mais je pense qu'il faut que tu aies un site internet qui parle de toi. Parce que depuis tout à l'heure, dans ton histoire, il faut que les gens y croient. Exactement. Ouais. Et il me dit aussi autre chose. Il me dit, ta cible, de ce que j'entends, c'est vraiment les gens qui sont afro-descendants et les gens de la diaspora. Et quand il m'a dit ça, en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, en fait. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut toucher tout le monde, parce qu'on pense qu'on aura plus de clients, parce qu'on a plein de monde, mais en fait, non. Parce que si on n'a pas un message qui parle à des personnes, ils ne vont pas venir acheter quoi que ce soit. Effectivement, j'ai fait confiance à cette personne, donc forcément, il m'a fait mon site internet qui n'était pas gratuit, donc je l'ai payé. Bien sûr. Et ça m'a donné un déclic sur le fait que déjà, j'étais visible sur les réseaux sociaux, tout de suite. Voilà, référencement. 2, crédibilité. Très important. Et ainsi de suite. Donc pour revenir à la question comment on fait, c'est déjà commencer par son premier cercle. Premier cercle, c'est qui? C'est papa, maman, frère et sœur. C'est pas la peine de commencer à vouloir passer à Vox Africa, à passer à machin, si déjà vous n'avez pas convaincu les premiers cercles que vous côtoyez tous les jours. Pour terminer, M. Dème, quels sont vos projets à court et long terme? Des projets, je vais en parler au moins sur un. Mais avant de parler de mes projets, je vais donner juste une statistique aussi, parce que c'est important que les gens retiennent quelques chiffres. En 2021, les Africains, tous pays confondus, ont envoyé vers leur pays d'origine 85 milliards de dollars. J'en fais pas partie parce que moi, la 85 milliards. Il y a 3 ans. 85 milliards de dollars. C'est énorme. Et vous savez que les 85 milliards, c'est supérieur à l'aide au développement qui est donnée par la Banque mondiale. C'est-à-dire que nous, chacun d'entre nous, les sommes que nous envoyons, si on met ça tous dans la même cagnotte, on est plus fort qu'une banque qui donne aux États. Ah ouais. Donc moi, j'ai vécu, comme beaucoup, dans des contextes où on envoie de l'argent. Et je pense que les Africains ou les Afro-descendants, quels que soient les pays où ils sont, ont envie de changer un peu la donne. Ouais. Dans le sens où, comment ils peuvent apporter leur contribution au développement de l'Afrique et de leur pays. Donc moi, mon projet, c'est plus qu'un projet, parce que j'ai commencé à le faire au niveau du Sénégal, c'est d'aider au niveau de la formation professionnelle. C'est-à-dire que concrètement, c'est comment qu'une personne qui est en Afrique puisse créer sa propre richesse pour ne pas être obligé de dépendre de quelqu'un qui est à l'extérieur qui lui envoie des mandats. Donc, c'est lui aider en fait, à créer sa propre structure en restant sur place, en utilisant les moyens digitaux, en étant typiquement maîtriser aujourd'hui un téléphone, ça peut être un métier. Ouais. Faire des vidéos, c'est un métier. Être, community manager, c'est un métier. Donc tous ces métiers-là peuvent être source de revenus pour des Africains vivant en Afrique. Ça les démotive à vouloir forcément venir ici. Exactement. Et la deuxième des choses aussi qui est importante pour moi au niveau du Sénégal, c'est comment les entrepreneurs qui sont dans le monde entier peuvent tirer profit de ce qui se passe en Afrique et les Africains tiennent profiter aussi de ce qui se passe à l'étranger. Donc, j'ai créé un concept en fait, de voyage touristique qui permet d'amener des étrangers, quel que soit leur pays, à venir découvrir le Sénégal et l'Afrique pour créer du business. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers camarades en bleu. On va parler de Camille Mortenol, un homme qui vient de Guadeloupe, qui est né à Pointe-à-Pitre et qui est l'un des premiers hommes de couleur à avoir intégré la prestigieuse école de Polytechnique. On connaît tous Polytechnique, les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs de France, ceux qui font le défilé le 14 juillet, l'élite de la nation. Il faisait partie des premiers noirs à avoir intégré cette école-là. Il a fini l'école en 1880. Il était 18e sur 205. Donc ce n'est pas seulement le fait d'être le premier noir.
il était aussi très bon, parce qu'on parle de l'élite, il était parmi l'élite de l'élite. Et au-delà de ça, c'était aussi un héros de l'histoire française. Parce que quand on sort de Polytechnique, on rentre dans le corps d'armée, il est rentré dans la marine, et ironiquement, c'est un marin qui a défendu le ciel de Paris à la Première Guerre mondiale. Donc il a fait des prouesses pour la France, et il fut élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Et c'est l'une des personnes qui a défendu Paris et la France pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, l'histoire tend à l'oublier. Et c'est pour ça que, comme vous nous parlez du storytelling, il est important de rappeler ces histoires-là, car ce sont des personnes qui ont construit l'histoire de France et ils sont aussi afro-descendants. Ce sont des histoires qui inspirent. Hein. C'est vrai, c'est important. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et surtout, ça donne des perspectives, parce que souvent on dit ben, personne n'a fait ça avant. Et en fait, l'histoire a montré que c'était possible. Exactement. Mais que, comme on n'a pas ces exemples-là de ces personnes qui ont fait des choses, on oublie, on ne se sent pas capable de le faire. Bien sûr. Merci Yoni pour ta chronique. J'ai une lettre ouverte, moi, du coup, assez particulière à faire aux tirailleurs en particulier. Pas les tirailleurs sénégalais, mais les tirailleurs en général. Parce que à l'école, on nous apprend autre chose, mais aujourd'hui, je voudrais leur témoigner cette lettre. Aujourd'hui, j'ai 10 ans. Beaucoup de nos ancêtres sont devenus tirailleurs. Ils sont arrivés en France il y a bien longtemps, soit par choix, ou soit ils sont venus parce qu'on est allé les chercher dans leur village pour libérer la France, en leur promettant une meilleure vie. Et là, à l'école, on m'a beaucoup parlé de l'Europe, la guerre du Moyen-Âge et la guerre à l'étranger. Mais par contre, on ne m'a pas beaucoup parlé effectivement de ce qui me représente et ce qu'ont fait mes ancêtres en fait à l'école, et je pense comme tout à chacun. Donc j'ai dû m'informer tout seul. Mais bien sûr, là je vous parle de tirailleurs et je pense que la plupart d'entre vous vont me dire mais frérot, c'est quoi un tirailleur en fait gros? Ben, en fait, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un soldat qui est détaché pour tirer à volonté et harceler l'ennemi. Du coup, en première ligne, c'est un petit peu comme Call of Duty ou Battlefield pour ceux qui connaissent. Et avec ça, effectivement, il y a 30 000 de mes pères qui sont décédés en première ligne. En France, j'ai grandi avec ces 3 phrases. Liberté, égalité, fraternité à l'école. Et effectivement, pour pouvoir dire ces 3 phrases, on chantait l'armistice devant les mairies. Et à la fin, on avait quoi? 2 places de cinéma. Parce qu'on chantait l'armistice et ça, c'était tous les ans. Alors du coup, j'avais le choix. Soit effectivement, c'était avoir des places de cinéma ou aller au théâtre. Et moi, vu que j'aime l'histoire, je voulais aller au cinéma pour voir l'histoire de mes pères, de mes papas. Mais à mon époque, parce qu'effectivement, je ne suis pas aussi jeune que vous le croyez, il n'y avait pas assez de films qui me représentaient ou qui parlaient effectivement de mes pères. Donc j'ai dû me tourner vers de la magie noire de Harry Potter, du coup. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. On est né, on grandit, on se développe dans une insouciance paisible. Mais dans un coin de notre tête, on sait qu'on ne doit pas oublier. Ne pas oublier ces 7000 pères qui ont servi de chair à canon. Comme le dit le député Blaise Diagne, il y en a 30 000 qui y sont restés. Et en France, il y a plus de 200 000 tirailleurs, que ce soit pour la Première ou la Seconde Guerre mondiale, qui sont restés en France. On leur a promis effectivement de pouvoir jouir de tout un Français, de tous les droits que pouvait jouir un Français, mais finalement certains n'ont pas eu. Effectivement, ils n'ont pas pu aussi défiler comme on leur avait promis, parce qu'à l'époque, dans les années 14-18, ou aussi la dernière et la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, il y avait encore la ségrégation aux États-Unis. Et comme vous le savez bien, les Américains ont soutenu la France. Et à cette époque, il y avait encore la division entre les Noirs et les Blancs. Donc forcément, ils n'ont pas pu participer à la fête. Alors depuis récemment, grâce à le film Tirailleurs, qui est sorti dernièrement, on a pu effectivement voir que certains ont pu jouir de leurs droits, parce qu'effectivement, ils ont libéré la France. Enfin. Ils ont permis effectivement à ce que nous, des jeunes comme nous, de la nouvelle génération, des années 70, 80, 60 ou même 2000, puissent découvrir les Pokémon, les baladeurs CD, la tectonique ou même le coupé décalé ou le Mogobi GT. Et grâce à eux, effectivement, on peut encore leur dire merci, un très très grand merci. Et mon grand-père, qui était aussi tirailleur, il avait une phrase qui disait « Nos enfants se souviennent de nous par l'héritage que nous leur léguons. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. » Effectivement. Alors, je tenais à témoigner un grand merci à Yao, à Soumani, Hassan Diop, Mohamed Ben Al-Jilali, Mogoye, tirailleurs effectivement africains du continent africain. Et je tenais aussi également à dire merci parce que c'est important de le dire, car aujourd'hui j'ai plus de 30 ans. Je tenais à dire Shukran Bzef, Inissé, Nouari, Haïchek,
Jarama, Kloua, Awano, Barka, Likambote, Diboti, Akiba et merci beaucoup. Chez nous, on dit Ayoka, le BT de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. On va dire merci, on dit merci à nos pères, merci pour tout ce qu'ils ont fait, c'est un hommage. Merci à Brice pour ta chronique, elle était magnifique. Je vous dis merci aussi de votre présence, merci d'être venu, merci à ceux qui me regardent, merci à nos partenaires, spécial merci à Sargal Paris, merci à Annie Sega, merci à ABC Coworking, cet espace qui nous reçoit. Je vous donne rendez-vous, vous savez, dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt.